président de l'Organisation franco-égyptienne du droit de l'homme. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre. Je suis d'origine égyptienne et si je parle de terrorisme, je dois parler des frères musulmans. L'Égypte a défini aujourd'hui son ennemi. La confrérie des frères musulmans est considérée une confrérie terroriste officiellement par la justice égyptienne. Il y a 3 pays qui ont suivi, l'Arabie Saoudite, le Koweït et les Émirats arabes, qui considèrent les frères musulmans comme organisation terroriste. Il n'y a aucun pays occidental, il n'y a pas un suivi dans cette démarche-là. Mais pour le peuple égyptien maintenant, il y a une guerre sans merci contre les frères musulmans qu'on considère comme vraiment l'ennemi du peuple égyptien. Donc je vais, dans mon exposé, vous expliquer quelles sont les raisons au niveau de leur histoire, au niveau de leur idéologie. Mais je pense qu'il faut retenir 2 éléments. 1, califat. 2 mots tout simplement. 1, califat. 2, charia. Califat, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un monde islamique sans frontières, sur lequel il y a un empereur, il y a un sultan, il y a un calife. Et c'est lui qui doit ordonner la manière de vivre, la manière de gérer sa vie quotidienne, tout dans la vie doit être géré par la charia, la loi islamique. Donc 2 éléments, 2 notions que les Occidentaux doivent vraiment comprendre et tenir en compte. Alors, les frères musulmans, alors je préférais, je ne sais pas si le côté droit va bien voir, en tout cas, je fais le possible, je fais un montage pour que visuellement ça soit plus facile. Donc les frères musulmans, ils ont 2 buts, c'est rétablir le califat islamique et instaurer la charia. Et si on parle des autres, c'est la même chose. Boko Haram, Hamas, Daesh, État islamique, Al-Nusra, ils changent de nom, ils ont tous le même but, rétablir le califat et instaurer la loi islamique. La loi islamique, la leur. Alors les califats musulmans, comme on a entendu tout à l'heure, il y a différents califats, différentes périodes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste pour connaître les noms, il y avait les tout premiers califes, et puis les Omeyyades, les Abbasides, les Fatimides, les Ayyubides, et le dernier empire, le dernier califat était les Ottomans. Donc la capitale changeait de place. Une fois c'était Bagdad, c'était Damas, et les Ottomans c'était en Turquie, Istanbul. En Égypte, un des Ottomans, qui est Mohamed Ali, qui a donné toute une dynastie de successeurs, qui a terminé par le roi Farouk, qui est parti en 1952. Mais cette période-là de 150 ans, entre les années 1800 et 1950, était une période de modernisation de l'Égypte, qui Mohamed Ali s'est inspiré un peu de la France, a utilisé énormément de Français qui sont venus en Égypte, a envoyé énormément d'Égyptiens pour se former en France, d'où d'ailleurs l'influence culturelle très forte de la France en Égypte. Il y a une sorte de francomanie inavouée dans l'esprit du peuple égyptien. Donc tout le système juridique est un système français. Alors, voilà une carte qui montre le califat sur les 4 premiers califes. Cette partie un peu foncée, là c'était les tout premiers, donc la partie de l'Arabie Saoudite, la partie saoudienne. Ensuite, il y a toute cette partie-là, à une autre époque, donc là c'était les 2 premières années, 620-630, là c'est 640, à peu près 660, et ensuite cette partie-là, y compris l'Espagne, depuis 640 jusqu'à 750, plus une partie asiatique. Donc voilà ce qu'on appelle le califat, un empire sans frontières. Il n'y a pas de frontière entre les pays, s'il y a un calife et celui qui dicte tout. Alors, à partir de 1924, après la Première Guerre mondiale, après ce qu'on appelle les accords de Sykes-Picot, qui sont en fait le résultat anglais et français,
il y a eu des États-nations, donc comme vous voyez, il y a eu des frontières. Donc vous voyez l'Égypte, la Libye, la Tunisie, l'Arabie, les Émirats, le Soudan, le Tchad, etc. Donc il y a eu des frontières et de la création d'États. Donc ce n'est pas du tout ce que souhaitent les fanatiques islamistes. Voilà par exemple une de leurs cartes qui est sur le site que vous avez mentionné, le califat selon l'État islamique. En juin 2014, ils reviennent à nouveau en arrière. Tout ce qui est vert, c'est ce qu'ils veulent retrouver. Donc vous avez y compris l'Espagne et la partie qui est Maghreb, l'Égypte avec le Soudan, une partie ensemble. L'Égypte en tant qu'État, ça ne les intéresse pas. Et voilà ce qui s'est passé depuis 2014. Vous avez ici l'Irak, ici la Syrie. Donc ils ont commencé un peu par Mossoul, ils sont allés vers Bagdad. En tout cas, tout ce qui est la partie assurée, ce sont les parties qui ont été occupées par les fameux États islamiques, Daesh. Et puis ils ont attaqué aussi la partie syrienne. Ils y étaient, mais voilà. Donc aujourd'hui, toute cette partie-là qui sépare l'Irak de la Syrie, pour eux, elle n'existe pas. Et dans les vidéos arabophones, ils le disent. Ça explico, c'est fini, on n'en veut pas. Maintenant, c'est le califat. Et quand ils le disent califat, ils le réalisent. Ils se sont des gens convaincus. Et le califat, pour eux, ça ne s'arrêtera pas seulement dans ces pays-là, parce que pour eux, c'est l'islam mondial. Quand je dis la charia, c'est parce qu'ils sont convaincus que tout le monde doit être musulman et qu'il faut convertir le monde entier, c'est leur mission. Donc d'abord faisons le califat dans notre monde arabe et ensuite attaquant le reste. Et d'ailleurs ce qui se passe en Europe est un peu, ce sont des signes. Alors d'où vient? C'est important de savoir quelle est l'histoire. L'histoire vient du fait que l'Empire ottoman a chuté en 1924. Donc Kemal Atatürk a dit, s'est inspiré de la révolution de la laïcité française, et il a considéré que la Turquie est un État laïque et qu'il n'est plus question de parler de califat. L'Empire, depuis 1400 ans, depuis les années 660-700, jusqu'à 1924, il y avait ça. Donc c'était très dur pour le supporter. Et donc laïcité en Turquie, c'était quelque chose de neuf. La réaction n'est pas venue de la Turquie. La réaction est venue du Caire. Elle est venue en 1928, 4 ans après, par le visage que vous voyez, qui est Hassan el-Banna, qui est un enseignant, un brave enseignant, mais qui a dit le retour au califat. Et ça n'a pas arrêté. Depuis 1928 jusqu'à aujourd'hui, et on voit tous ces mouvements-là, c'est le retour du califat. C'est notre but. Il faut que les Occidentaux le retiennent. Regardez le logo. Le logo, il y a 2 sabres avec le Coran au-dessus et vous avez des écritures autour. Dans ces écritures-là, maintenant, dans le logo, ils les ont enlevées parce qu'ils affichent trop leur but et leurs objectifs. Mais qu'est-ce qu'il y a autour de ce logo? Il y a 5 principes, il y a 5 points. 1, Allah est notre but. 2, le prophète est notre chef. Entre guillemets, chef, pas nécessairement seulement spirituel. 3, le Coran est notre constitution. Bon, moi, je suis d'origine chrétienne copte. Il y a 90 millions d'habitants en Égypte. Il y a entre 15 et 17 millions, pas 10, pas 8, entre 15 et 17 millions de chrétiens coptes en Égypte. Moi, je ne veux pas le Coran comme constitution, c'est tout clair, je le dis, je n'ai pas peur. C'est pas quelque chose que je voudrais utiliser comme... il y a une constitution de 1911, il y a toujours eu une constitution, et d'ailleurs le peuple égyptien non plus, et la majorité musulmane n'en veulent pas non plus. Donc le Coran est notre constitution. 4, le djihad est notre moyen, vous avez entendu parler de la définition du djihad. Et le martyr pour Allah est notre meilleur souhait. Mais le martyr dans leur sens à eux, un martyr dans l'histoire chrétienne ou dans une guerre, c'est quelqu'un qui se fait tuer et qui est en train tout simplement de lutter pour une cause. Eux, le martyr, c'est quelqu'un qui tue et qui se fait tuer en tuant. Voilà la définition dans leur langage.
leur histoire est une histoire pleine de violence. Ils ont essayé de se débarrasser du roi Farouk en 1949. Ils ont échoué. Et alors, ils ont assassiné son premier ministre, Hassan Nokrash. Voilà une de leurs étapes. Du coup, le service, la police secrète, a abattu Hassan el-Banna, donc le fondateur des Frères musulmans, le 13 février 1949. Ensuite, en 1952, il y a eu la révolution égyptienne. Donc Nasser était le chef des officiers libres. Il était soutenu par les frères, il était membre des Frères musulmans. La majorité pratiquement la moitié des officiers libres qui ont fait la révolution de 1952, qui voulaient se débarrasser des Anglais et du roi, étaient membres des Frères musulmans. Donc, il a chassé les Anglais et le roi, et il a pris le pouvoir. Alors, en 1954, entre 1952 et 1954, Nasser et les Frères musulmans ne se sont pas entendus. Eux, ils ont parlé toujours de la loi islamique, de la charia, d'un État islamique. Nasser, vous trouvez plutôt une sorte de laïcité, une liberté, et aussi il prêchait le panarabisme et non pas l'État islamique. Donc il a refusé cet État religieux qui était proposé par la confrérie. Alors on a essayé de tirer sur lui, donc pendant qu'il était en train de faire son discours, comme vous le voyez sur la photo, on a tiré sur lui et ça a été raté. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a tous emprisonnés. Donc de 1954 jusqu'à sa mort en 1970, les Frères musulmans, on n'en parlait pas. C'était terminé. Donc les têtes ont été tuées et les autres, potentiellement dangereux, ont été emprisonnés. Alors, je vais vous montrer rapidement un discours de Nasser qui circule et qui fait un peu rire parce que, bon, je ne peux pas mettre du son, donc j'ai mis des images, mais voilà ce qu'il dit en 1950. Ça, c'est un discours en 1964. Alors, il a dit il y a 10 ans, 11 ans, en 1953, nous voulions vraiment, honnêtement, collaborer avec les Frères musulmans. 10 ans étaient passés. Avec les Frères musulmans, j'ai rencontré le conseiller général des Frères musulmans, en fait c'est le suprême, il a présenté ses demandes. Alors qu'est-ce qu'il a demandé? D'abord il m'a dit, il faut que tu imposes le voile en Égypte, que tu ordonnes à chaque femme qui sort dans la rue de se voiler. À chaque femme dans la rue, donc moi je lui ai répondu, mais c'était revenir à l'époque où la religion gouverne, où on laissait les femmes seulement sortir à la nuit tombée. Alors moi, à mon avis, chacun est libre de son choix. Il m'a répondu non, tu dois décider parce que tu as tué le gouverneur responsable. Alors je lui ai répondu, monsieur, vous avez une fille à la faculté de médecine, elle ne porte pas le voile. Alors pourquoi ne l'obligez-vous pas vous-même, votre père et son père, avec le voile? Alors, si vous n'arrivez pas à faire porter le voile à une seule fille, et de plus qui est la vôtre, comment voulez-vous que moi je fasse porter à 10 millions de femmes le voile dans les rues? Bon, c'est quelque chose, je le raconte, mais quand on l'entend avec beaucoup d'humour, les gens ont éclaté de rire, et puis il y a un des gens qui a dit le guide suprême n'a qu'à porter le voile lui-même. Bon, donc vous voyez l'état d'esprit du peuple égyptien à cette époque-là. Quand vous voyez aujourd'hui, vous allez en Égypte, 90% des femmes, des filles sont voilées, sauf les chrétiens. Évidemment, les coptes ne se voilent pas. Et quand on discute avec les ulama, les azharites, les vrais connaisseurs du Coran, les vrais connaisseurs de l'islam, mais qui ne sont pas frères musulmans, qui sont eux des libéraux, on appelle à l'inverse de l'islam politique, qui sont les frères musulmans, on va mettre en balance l'islam libéral. Et on les appelle en Égypte les libraliyin. On ne dit même pas musulmans, on ne dit pas musulmans libraliyin. Les libraliyin, ce sont des gens qui s'opposent à cet islam politique et l'islam des frères musulmans. Voilà, regardez la tenue vestimentaire dans les années 1920-1930. Regardez à côté aussi l'Université du Caire, 1976. Moi, j'ai fait des études à l'Université du Caire, études d'ingénieur, et il n'y avait pas de voilée.